de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Alors on parle d'un pays qui est situé quand même à 7000 km de Gaza. Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui, d'après vous, les autorités indonésiennes à envisager d'envoyer un contingent quand même militaire dans la bande de Gaza? Alors l'Indonésie, c'est tout un symbole. C'est d'abord le plus grand pays musulman du monde. Et c'est également un pays musulman avec lequel Israël a des relations qu'on peut qualifier de correctes, même si elles ne sont pas encore officielles, mais un pays avec lequel Israël a des relations économiques assez poussées et même des relations militaires officieuses, bien que ce pays ne se soit pas encore joint, comme on en avait déjà parlé dans le passé, aux accords d'Abraham. Donc c'est un pays qui est acceptable, je dirais, pour Israël, mais il y a là effectivement un paradoxe, et votre reportage en a parlé, à savoir que pourquoi est-ce que les voisins les plus immédiats, tels que l'Arabie saoudite et la Jordanie, par exemple, n'envoient pas des forces, et qu'il faut aller jusqu'en Indonésie, et cela en dit long effectivement sur l'écart énorme entre la rhétorique et les actes des pays de la région. Alors c'est ça, plus grand pays musulman du monde, pas de relation officielle avec Israël, mais vous l'avez dit, on sait que l'idée d'une normalisation est évoquée régulièrement. Est-ce que cette implication à Gaza, ça pourrait constituer le prélude, une étape quelque part dans cette direction, au moins du point de vue des Indonésiens et puis des Américains? Alors, je pense que c'est possible dans la mesure où une implication directe de l'Indonésie dans la bande de Gaza créerait de facto une coopération sécuritaire entre Israël et l'Indonésie. Et la question qui se posera ensuite est de savoir quel sera le rôle de ces forces indonésiennes, où est-ce qu'elles seront placées et est-ce qu'elles accepteront véritablement de confronter le Hamas. Donc la réponse à votre question dépend également de ce que sera le rôle de facto et sur le terrain de ces forces indonésiennes. Est-ce qu'elles seront là pour finalement se comporter comme des forces onusiennes, c'est-à-dire ne servir à rien? Est-ce qu'elles affronteront le Hamas, ou bien au contraire, est-ce qu'elles le protégeront? Donc le comportement, je dirais, des forces indonésiennes déterminera en grande partie le futur des relations entre Israël et l'Indonésie. Donc c'est ça le problème, c'est que le Hamas évidemment refuse l'idée d'une présence étrangère ou internationale dans la bande de Gaza. Si ce projet d'envoi de troupes se concrétise, est-ce qu'on est face potentiellement à des tensions? C'est-à-dire on peut imaginer ces militaires indonésiens être ciblés, comme vous dites, par le Hamas potentiellement? Alors c'est un scénario qui est réaliste, qui est réel. On sait très bien quel a été le sort des forces de l'ONU au Liban et ailleurs. C'est-à-dire qu'elles refusent de confronter les forces terroristes telles que le Hezbollah, ce qui a été le cas au Liban. Je pense que le fait même qu'il ne s'agisse pas d'une force de l'ONU est déjà une évolution positive. Parce que si ça avait été des forces de l'ONU, on aurait su immédiatement qu'il ne fallait pas compter sur elles. Donc le fait même que ce ne soit pas sous le drapeau de l'ONU est déjà une évolution positive. Mais encore une fois, il faudra que l'armée indonésienne fasse ses preuves et nous montre exactement ce qu'elle est venue faire dans la bande de Gaza. Voilà, un test grandeur nature, en tout cas, qui attend éventuellement ces soldats indonésiens. Merci beaucoup à vous, professeur Emmanuel Navarro.